Salut les amis et bienvenue dans Comics Reaction. Les réactions, c'est un nouveau format qui va me permettre de réagir aux sorties du moment ou à l'actualité. Et pas forcément que pour les comics, on peut très bien imaginer des cartoon reaction, des Disney reaction, des movie reaction, bref, de l'éditorial. Et pour cette première vidéo, je voulais revenir sur l'équipe qui était chère à mon petit cœur de fan, les X-Men. Durant cet été, les séries X-Men Gold, Blue et Red se sont terminées dans les softcovers de Panini Comics. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour se poser la question suivante: que retenir des séries X-Men Gold, X-Men Blue et X-Men Red? Et bien voilà mon avis. Avant ces séries, on avait le droit à deux titres X-Men, Extraordinary X-Men et All New X-Men. Dans Extraordinary, les mutants faisaient face aux brumes terrigènes des Inhumains qui tuaient les mutants. On avait une équipe menée par Storm avec Iceman, Colossus, Diablo, Jean Grey, Allman Logan et Magik. Du côté de All New, on nous racontait un road trip de l'équipe menée par Cyclope avec Iceman, le Fauve, Angel, mais aussi Wolverine version X-23, Oya et Kid Apocalypse. Après l'event Inhuman vs X-Men, toutes ces séries se sont arrêtées pour lancer à la place X-Men Gold et Blue, puis après Red. Le gros titre des X-Men. X-Men Gold, c'est l'équipe de l'école de Kitty Pryde, se trouvant en plein Central Park. L'équipe est donc constituée de Kitty, Colossus, Storm, Diablo, Rachel Summer et Allman Logan. On a donc 6 X-Men de la grandeur de l'équipe ou de leur équivalence, avec Kitty en leader. C'est assez étonnant de laisser la direction à la moins expérimentée, et surtout à celle qui était pas du tout là ces derniers mois, mais why not? À la fin de la dernière série, Storm n'en voulait plus, et les autres ne sont pas forcément des leaders. Non, le principal problème de la série est qu'on se base trop sur les histoires de Claremont, du style affrontement contre la confrérie des mauvais mutants, instrumentalisation de la haine anti-mutante, Sentinelle, relation amoureuse entre Diablo et Rachel, réutilisation du X-Cautionnaire, retour de la romance entre Kitty et Colossus, retour d'Omega Red, mariage raté entre Kitty et Colossus, combat dans l'espace avec un dieu alien, retour de la Storm asgardienne, passage en prison, création d'une équipe bis, le tout est un peu bateau. Dit comme ça, on a l'impression qu'il se passe plein de choses, mais en fait, au bout de 30 numéros, on est revenu plus ou moins au point de départ. La série commençait bien en annonçant un retour au basique, mais on n'ira jamais au-delà. Ce qui donne en fait une série assez générique, sans ambition. Alors oui, on veut coller à la tradition et reprendre des valeurs sûres, mais même l'équipe est assez souvent secondaire, à tel point que la série aurait pu se nommer Kitty Pryde and the X-Men. Les autres personnages ont droit à des évolutions très légères, comme Storm ou Diablo, ou alors des évolutions assez étranges, comme Rachel Summer qui a le droit de voir ses pouvoirs augmenter, mais tout en la montrant toujours assez faible, au point que ça en devient ridicule. Combien de fois l'une des plus grandes télépathes de la Terre va donc se faire manipuler? En fait, en lisant le titre, on a plus souvent l'impression de lire une fanfiction qui n'est jamais mémorable. On a même le droit à un crossover entre X-Men Gold et X-Men Blue à base de mojo, basé sur la nostalgie et qui critique le principe même de nostalgie. Alors que c'est son fond de commerce. Et en plus, le crossover est même pas top. L'apogée de la série est le mariage de Kitty et Colossus. Ouais, l'idée était plutôt sympa, mais le dénouement est complètement what the fuck, et en plus ça arrive en même temps que le mariage de Batman et Catwoman. Côté artistique, après le problème du début avec Adrian Siaf et ses messages racistes cachés dans le premier numéro, de nombreux changements artistiques ont eu lieu. Parce que bon, laisser un très bon dessinateur sur les X-Men plus d'un épisode, ça serait trop, hein. On peut dire que ça n'a jamais été très exceptionnel, à une ou deux exceptions près. En somme, X-Men Gold, c'est vraiment un beau ratage de la part de Marvel. On revient donc aux 5 X-Men perdus dans le temps. Mais cette fois-ci, ils sont sous la houlette de Magneto qui reste dans l'ombre pour les aider à mener à bien le rêve de son ancien ami Charles Xavier. En ce qui me concerne, on partait déjà de très loin puisque depuis leur apparition dans l'arc de Bendis, j'avais beaucoup de mal avec cette revisite des personnages. Mais bon, on peut être surpris parfois. Et au final, ça donne quoi du point de vue des histoires? On retrouve des affrontements avec des menaces classiques des X-Men comme le Fléau, Black Tom Cassidy, la Goblin Queen, le Wendigo, Bastion, un retour d'Emma Frost et d'Havok, mais là encore, on préfère piocher dans quelque chose de connu et jouer sur la nostalgie. Et du côté de l'équipe, ça fonctionne plutôt bien sur le terrain avec des tensions entre ses membres une fois en dehors. On remarque que Warren et Bobby sont souvent mis en retrait, mais la série n'est pas uniquement centrée sur Jean Grey comme ça a pu l'être par le passé. Bon, par contre, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de revenir aux 5 originaux, puisqu'ils ne faisaient pas vendre déjà à l'époque de Kirby et Lee, alors pourquoi ils le feraient maintenant? Du coup, c'est peut-être pour ça qu'au cours de la série, d'autres membres vont rejoindre l'équipe, comme le Wolverine de l'univers Ultimate. Oui, vraiment. On n'a pas préféré garder Laura, qui était déjà membre de l'équipe précédente, on a préféré refaire venir l'univers Ultimate. On a même Stormblood, la Storm mordue par Dracula, qui rejoint l'équipe faisant de X-Men Blue une équipe de copie. Ah, X-Men Blue, c'est la copie taïwanaise des X-Men.
La série démarre bien mais déçoit assez vite, le tout dû à sa narration qui est assez fluide mais qui manque de finesse. Les histoires sont intéressantes, on voit que les mutations secondaires provoquées par une drogue vont être importantes et que Miss Sinister va être la clé de tout ça. C'est pas très original mais c'est pas mal fait. Le problème c'est que Cullen Bunn prend souvent des raccourcis, se perd dans des arcs peu intéressants comme celui avec la Goblin Queen ou alors celui consacré à Jimmy Hudson, le Wolverine Ultimate, et on subit des crossovers comme celui avec Venom qui casse le rythme et pousse à s'intéresser à d'autres personnages, Magneto et Polaris. Et là, tout d'un coup, le titre devient prenant, à se demander si ce n'est pas d'eux que Cullen Bunn voulait vraiment raconter les aventures. Et c'est là qu'on se rend compte que les personnages classiques sont les plus intéressants, particulièrement Magneto qui, en tant que vilain en rédemption contre d'autres vilains, ne peut plus agir en héros. D'ailleurs, c'est assez surprenant de voir Magneto contre Emma et ses potes sans qu'aucun autre super-héros n'intervienne vu qu'ils ne sont pas vraiment discrets. À la fin, les 5 d'origine sont toujours là, mais vont rencontrer leur version moderne pour leur dire au revoir. On peut donc imaginer bientôt leur retour dans leur timeline. Youpi! Côté graphique, comme pour X-Men Gold, on change fréquemment de dessinateur, mais en faisant plus souvent les fonds de tiroir, hélas. Du coup, X-Men Blue, c'est une série riche en grosses bastons, mais rarement mémorable. Malgré tout, Bunn aura réussi à rendre le tout sympa, surtout si on s'intéresse à Magneto. En même temps que la sortie de X-Men Gold et X-Men Blue 21, est apparue une nouvelle série, X-Men Red, c'est-à-dire l'équipe de la Jean Grey tout juste ressuscitée. Et à sa sortie, pas mal de personnes disaient que c'était le meilleur titre X du moment. Est-ce que c'était vraiment le cas? D'un côté, on peut dire que c'est pas dur vu la compétition, surtout si on rajoute des titres comme Weapon X ou Astonishing X-Men dans la balance. Tom Taylor écrit des histoires plutôt sympas, mais pas mal de choses sont vues et revues comme les gentils sentinelles. Oh, ça doit être quoi, la 3e ou 4e fois en 10 ans? On part d'une bonne base, avec des X-Men voulant traiter des problèmes de société, mais un manque de direction se fait vite sentir. Au début, une vague de haine gagne le pays et Jean Grey et ses X-Men doivent l'arrêter. Au final, c'est Cassandra Nova, la sœur jumelle de Xavier, qui est derrière tout ça, et pour la 2e fois, elle prend le contrôle d'une horde de sentinelles pour tout détruire. Tu le sens que la reprise de moments forts des X-Men est le point commun des séries? Non, parce que c'est peut-être pas assez évident. Pas mal de liens est fait avec le harcèlement en ligne, le traitement des migrants, le racisme et d'autres problèmes, mais on impose un peu trop les sujets en mode « ça c'est mal », mais sans montrer de vraies solutions possibles, un petit peu comme on pourrait le faire sur Twitter. Comme j'ai dit plus tôt, l'important dans ce genre de titre, c'est l'équipe et les rapports de ses membres entre eux. Et là encore, ça ne fonctionne pas. Le groupe est trop grand, avec 10 membres au final, surtout que hors Jean Grey et Trinary, les autres ne servent à rien ou ont juste une fonctionnalité d'objet. Hey, on a besoin d'aller là-bas? On va demander à Diablo de nous téléporter. Hey, on a besoin de voler ce truc là-bas? On va demander à Gambit de le voler. Et pourquoi créer Trinary juste pour l'occasion alors qu'il existe déjà des mutants technopathes au pouvoir quasiment similaire et disponible? Et on en parle de son absence d'entraînement alors qu'elle arrive à être aussi bonne que les membres vétérans? Mais non, c'est pas important, hein. Et Namor. Ouais, vous avez Namor dans votre équipe, qui est lié à une équipe qui se réfugie chez lui à Atlantis, mais qui a un membre qui vient du Wakanda. Tout le monde a oublié la guerre entre Namor et T'Challa? Surtout que quelques mois plus tard, Namor devient un ennemi important dans les pages d'Avengers. Et à la fin de tout ça, on a juste réglé le problème avec Cassandra Nova, la vague de haine est moins importante, mais tous les problèmes sociaux sont toujours là et rien n'a avancé. On commence à avoir l'habitude, hein. Artistiquement, j'ai bien aimé le travail de Mahmoud Asrar, mais pas mal de petits soucis dans les expressions faciales et la palette de couleurs assez sombre m'ont sorti de l'histoire. J'ai clairement préféré le passage de Carmen Carnero après lui. X-Men Red est donc le meilleur titre X de cette époque, mais il montre surtout que la franchise allait mal. On répète des histoires, en rajoutant de la dénonciation sociale, mais en fait, on raconte rien, pas de développement de personnages, rien. Du coup, que retenir de ces séries? Mais pas grand chose de bon en fait. Mais on peut y voir pas mal de choses. On peut y voir que les éditeurs ne laissent pas trop les auteurs faire ce qu'ils veulent, ce que reprochait déjà Jeff Lemire sur son Extraordinary X-Men. On les invite à revenir au classique de ce qui a fait les X-Men, mais sans faire de vagues et en prenant aucun risque. Avec le retour de la licence X-Men chez Disney, on peut se dire que les choses vont enfin changer. C'est déjà le cas avec Jonathan Hickman qui prend le contrôle des séries X avec 2 mini-séries, House of X et Power of Ten. Le souci c'est est-ce que le public va vraiment y croire à nouveau et est-ce que Marvel ne va pas revenir dans ses anciens travers avec les mutants? Hélas, il faudra attendre un peu pour avoir les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur cette période des X-Men dans les commentaires, me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Pour m'aider, n'oubliez pas de partager cette vidéo un maximum autour de vous, abonnez-vous, et vous pouvez même aller sur ma page Utip pour regarder les publicités et faire un don. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. See ya!